Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des concepts vraiment du quotidien, mais avec une physique super intéressante derrière. La chaleur, la température, et puis comment la matière change d'état. Absolument. On a quelques documents pour nous guider, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est de décrypter un peu tout ça. Comment on mesure la température, la vraie différence entre chaleur et température. Oui, ce n'est pas si évident. Comment ça fond, comment ça bout, et puis comment l'énergie circule. On va parler Celsius, Fahrenheit et même Kelvin. Et thermomètre, bien sûr. Exactement. Alors, commençons par ça, justement. Mesurer le chaud, le froid. On connaît bien les degrés Celsius. Oui, c'est notre référence habituelle. Parfois, on entend parler de Fahrenheit. Bon, surtout si on regarde des séries américaines, quoi. Mais les documents insistent sur le Kelvin. Pourquoi cette troisième échelle? Elle apporte quoi de spécial, le Kelvin? Ah, c'est une très bonne question. Parce que ça touche vraiment à la mesure physique fondamentale. Le Celsius, bon, il est basé sur l'eau. 0 pour la glace qui fond, 100 pour l'eau qui bout. C'est pratique, hein, au jour le jour. Oui, logique. Fahrenheit, c'est une autre histoire, d'autres points de référence. Mais le Kelvin, lui, c'est l'échelle absolue, indispensable en science. Son point zéro, le fameux zéro absolu. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Moins 273,15 degrés Celsius, c'est ça. Exactement. Et ce zéro Kelvin, il n'est pas choisi au hasard. C'est l'état théorique où les particules bougent le moins possible, vraiment le minimum d'agitation. D'accord. On peut pas faire plus froid, en gros. C'est ça, c'est une limite physique de l'univers, un vrai point zéro, quoi. Ok, je vois. Le Kelvin nous donne une base universelle. Et pour mesurer tout ça, les documents montrent un thermomètre. À alcool. Ça marche comment, ce truc? C'est le seul type qui existe? Alors, le thermomètre à alcool, un peu comme ceux au mercure qu'on avait avant, ça repose sur un principe assez simple, la dilatation. La dilatation. Oui, la dilatation thermique. Le liquide, ici l'alcool coloré, il prend plus de place quand il chauffe. Du coup, il monte dans un petit tube très fin qui est gradué. D'accord, tout bête en fait. Plutôt fiable pour les usages courants, oui. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul. On a des thermomètres électroniques avec des capteurs, des thermistances. Ah oui, les digitaux. Voilà. Et puis les thermomètres infrarouges, ceux qui mesurent à distance, sans contact. Très utiles en cuisine ou pour prendre la température sur le front, par exemple. Oui, pratique. Le choix dépend de ce qu'on veut mesurer et avec quelle précision, j'imagine. Tout à fait. Bon, passons à un point qui, je crois, embrouille pas mal de monde. Nos sources le soulignent, chaleur et température. On dit « il fait chaud », on parle de température élevée. On mélange un peu les deux, non? C'est quoi la différence clé? C'est vrai que c'est une confusion fréquente. Et c'est crucial de bien distinguer. La température, comme on l'a dit avec le Kelvin, ça mesure l'agitation moyenne des particules. L'énergie cinétique, c'est ça? Oui, l'énergie cinétique moyenne des atomes ou des molécules. Plus ça s'agite, plus la température est haute. C'est une mesure de l'état interne, si tu veux. D'accord. Et la chaleur alors? La chaleur, attention, ce n'est pas quelque chose qu'un objet a en stock. C'est de l'énergie en transfert. Elle passe d'un système plus chaud vers un système plus froid à cause de leur différence de température. Ah, c'est un flux en fait. Exactement. La chaleur, c'est de l'énergie qui bouge. Toujours du chaud vers le froid, spontanément. Apporter de la chaleur à un objet, ça peut augmenter son agitation, donc sa température, mais pas toujours. Ah, vous pensez au changement d'état? Comme la glace qui fond? Précisément, quand on chauffe un glaçon qui est pile à 0 degré C, sa température, elle n'augmente pas tout de suite. Ah bon? Mais on lui donne de l'énergie pourtant. Oui, mais toute cette énergie, elle est utilisée pour autre chose, pour casser les liaisons entre les molécules d'eau, pour déstructurer le solide et le transformer en liquide. C'est ça la fusion. D'accord. L'énergie sert à changer la structure, pas à agiter plus. Voilà. Et c'est pareil quand l'eau bout à 100 degrés Celsius pour devenir de la vapeur. C'est la vaporisation. L'énergie sert à séparer complètement les molécules pour qu'elles passent à l'état gazeux. Et cette énergie cachée, qui ne change pas la température, Mhm. s'appelle la chaleur latente. Ah, Et elle est énorme. C'est pour ça qu'une brûlure par vapeur d'eau peut être bien plus grave qu'avec de l'eau liquide à 100 degrés Celsius. quand la vapeur se recondense sur la peau. Elle libère toute cette chaleur latente d'un coup. Aïe. Exactement. Et les documents listent bien les 6 transformations possibles. Fusion, solide-liquide, solidification, liquide-solide, vaporisation, liquide-gaz, et l'inverse, la condensation ou liquéfaction, gaz-liquide. Et il y en a deux autres, non? Solide vers gaz? Oui. La sublimation solide-gaz, comme la neige carbonique, et l'inverse,
La déposition ou condensation solide, gaz solide, comme le givre qui se forme. Ok, c'est clair pour les changements d'état. Mais si on ne change pas d'état, juste chauffer de l'eau liquide par exemple, comment on calcule la chaleur qu'il faut? Les notes donnent une formule. Q égale M fois C fois delta T. Oui, Q égale mc delta T. Q, c'est la quantité de chaleur transférée. M, c'est la masse de la substance. Delta T, c'est la variation de température, la différence entre la fin et le début. C'est ça. Et le C, Ce fameux C, qu'est-ce que c'est? c'est la capacité thermique massique, ou chaleur spécifique. C'est une propriété de chaque matière. Elle dit combien de chaleur il faut fournir à 1 kg de cette matière pour augmenter sa température de 1 degré Celsius ou 1 Kelvin. C'est pareil pour une variation. D'accord. Chaque matière réagit différemment à la chaleur. Exactement. L'eau, par exemple, a un IC très élevé. Il faut beaucoup d'énergie pour la chauffer. C'est pour ça qu'elle est super utile pour transporter de la chaleur, dans les radiateurs, par exemple. Et c'est pour ça que la mer se réchauffe moins vite que le sable à la plage. Parfait exemple. Le sable a un IC bien plus faible, il chauffe très vite au soleil. Cette formule Q égale mc delta T, elle est vraiment centrale pour comprendre tous les échanges de chaleur. Quand on met en contact deux objets à des températures différentes, La chaleur passe du plus chaud au plus froid. exactement, jusqu'à ce qu'ils atteignent la même température. C'est l'équilibre thermique. Logique. Donc, si on résume rapidement, on a vu les échelles de température avec le Kelvin et son zéro absolu. La température, c'est l'agitation. La chaleur, c'est un transfert d'énergie. Qui peut soit augmenter la température, selon Q égale mc delta T, Soit provoquer un changement d'état avec la chaleur latente à température constante. Et ça va toujours du chaud vers le froid, naturellement. super clair, ça explique vraiment plein de phénomènes autour de nous. Mais ça m'amène à une dernière petite question, une réflexion. Ah! Si la chaleur va toujours naturellement du chaud vers le froid, comment font les frigos ou les clims pour faire l'inverse? Ils prennent de la chaleur là où c'est déjà froid, à l'intérieur du frigo, et la rejettent dehors où il fait plus chaud. Ça va contre le courant, non? C'est une excellente question. Ça demande un peu plus d'explications, effectivement. Ça fait appel à d'autres principes thermodynamiques. Bon, ben voilà une idée pour une autre fois peut-être. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir.